Salut, Maliennes, Maliens, Aoniché. Vous, nos amis d'Europe, nos amis d'Amérique, nos amis d'Asie, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, nous vous saluons. Soyez grandement salués. En toutes vos positions, en toutes vos latitudes et longitudes, l'ONU s'est fendue d'un communiqué incongru. Sa commission des droits de l'homme s'est permise de mettre les pieds dans le plat de l'actualité politique malienne en faisant injonction d'une manière complètement intolérable aux autorités maliennes, une injonction qui a aussitôt été relayée bien sûr par la presse néocolonialiste française, trop heureuse de pouvoir ainsi participer à la curée. Et voici l'une des formulations de cette affaire. L'ONU demande au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé ce jeudi 11 avril 2024 au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Citation qu'on retrouve sur le réseau social X du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ils disent « Nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. Il doit être immédiatement abrogé. » Fin de citation. Voilà ce qu'a dit l'ONU. Et maintenant, voici la réponse du président de l'Institut de l'Afrique des libertés, association de droits maliens, réseau et think tank d'intellectuels africains mobilisés pour l'émancipation du continent. Voici la réponse technique et la réponse conceptuelle et médiatique que nous donnons à l'ONU pour son attaque contre le grand peuple malien et ses autorités panafricanistes révolutionnaires. D'abord, sur la forme, nous sommes profondément préoccupés par le décret. Il n'y a aucun article de l'ONU qui lui donne le droit de se préoccuper des décrets des États souverains. L'ONU n'est pas un super État qui gouvernerait les autres États du monde. L'ONU ne détient pas la souveraineté malienne. Elle ne détient la souveraineté d'aucun État. Donc elle n'a pas à vouloir légiférer sur les décrets des États. Elle n'a pas ce pouvoir. Il n'y a aucun article de l'ONU qui lui donne pouvoir de se déclarer sur les décrets des États. Car la souveraineté des États est précisément l'un des principes fondateurs de l'ONU, sous l'expression de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Écrivez ça. Allez leur dire à l'ONU d'aller relire leur charabia juridique personnel, qu'ils n'ont manifestement pas compris. Ils n'ont pas à s'exprimer sur les décisions souveraines des États. Ce n'est pas de leur ressort. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ne planche pas sur les décrets des États. Mais mieux encore, non seulement les textes ne l'autorisent pas à plancher dessus, mais il n'a aucun pouvoir d'action. Il y a deux instances qui constituent l'Organisation des Nations Unies. Il y a d'abord l'Assemblée générale. L'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas pouvoir de décision. Elle rassemble près de 200 États membres des Nations Unies, 189 par là. Et toutes les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui sont faites au principe du one country, one vote, un pays, un vote. Ces décisions ne sont que des recommandations. Elles n'ont aucun pouvoir exécutif. C'est-à-dire que quand l'Assemblée générale des pays membres de l'ONU se réunit, quelles que soient les résolutions qu'elle prend, ces résolutions n'ont pas vocation à s'appliquer. Elles ne sont pas exécutives. Ce sont des résolutions purement, facultatives. Ce sont des résolutions sous forme de recommandations. Elles n'ont pas force de loi. Allez leur dire à l'ONU que leur Assemblée générale n'a aucun pouvoir. Maintenant, il y a une deuxième instance dans l'ONU qui s'appelle le Conseil de sécurité. Cette instance est composée de 15 États membres. Et parmi les 15 États membres, il y en a 5 qui détiennent le droit de veto. Et ces 5 qui détiennent le droit de veto, ce sont les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Si l'un des 5 États détenteurs du droit de veto
n'est pas d'accord avec une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, cette décision ne peut pas s'appliquer. Les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, elles ont vocation à être exécutives. Mais il faut, je répète, qu'il n'y ait pas eu l'usage du droit de veto de l'un des 5 membres. De telle façon que si vous avez compris la description de l'Organisation des Nations Unies que je viens de vous donner, 1. Une assemblée générale où tous les États membres sont représentés mais qui ne décident de rien. 2. Un conseil de sécurité composé de 15 États membres, 10 places tournantes et 5 places permanentes. Avec les 5 permanents qui ont le pouvoir de bloquer n'importe quelle décision proposée devant les 15. Alors vous comprenez ceci. Pour que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ait la moindre chance de pouvoir agir sur le Mali, il faudra que sa déclaration soit suivie d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et que cette résolution, proposée par l'un des États qu'on peut imaginer, ce sera sans doute la France, de Macron, les États-Unis de Biden et la Grande-Bretagne, eh bien, si l'un de ces 3 États néocolonialistes et impérialistes occidentaux venait à proposer une telle résolution, il faudrait que ni la Russie ni la Chine n'opposent leur droit de veto. À ce moment, cette résolution aurait force de loi internationale. Or, la déclaration du Haut Commissariat de l'ONU, si jamais l'un des États membres du Conseil de sécurité l'a formulée sous forme de proposition de résolution, elle sera bloquée. Elle sera bloquée par la Russie, elle sera bloquée par la Chine, qui ont pris fait et cause depuis le XXe siècle pour les luttes anticolonialistes, anti-impérialistes des peuples africains. Maintenant, surtout après la jurisprudence Kadhafi, après l'assassinat de Kadhafi par la coalition occidentale de l'OTAN, qui a abusé du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie et la Chine se sont jurés de ne plus jamais laisser passer une résolution qui permettrait justement à l'Organisation des Nations Unies, et notamment aux puissances impérialistes qui en sont membres, de déclencher le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de San Francisco, le 26 juin 1946, d'utiliser cette charte pour agresser sauvagement un pays qui n'a pas fait les 4 volontés de l'une des puissances impérialistes. Donc, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme fait dans ce qu'on appelle le buzz. Leur déclaration n'a aucun impact juridique. Elle n'a aucun impact exécutoire. Parce que cette déclaration ne peut pas se transformer en une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali applique aujourd'hui la doctrine de la sagesse africaine qui, en langue bantou bassa, ma langue maternelle, dit « Ingera m'importe ou yene ». Quand je te parle, c'est que je suis assis sur quelque chose. L'Afrique souveraine actuelle, l'Afrique en lutte, et notamment les 3 étoiles polaires de la résistance africaine, que sont le Mali du leader Assimi Goïta, le Burkina Faso du leader Ibrahim Traoré, et le Niger du leader Abdourahmane Tiani, quand ils vous parlent, c'est qu'ils sont assis sur quelque chose. Donc, le Haut Commissariat de l'ONU, relayé par tous les médias de la France-Afrique, est essentiellement dans ce qu'on appelle l'écume médiatique. Ils sont soporifiques, ils sont dans la phosphorescence des apparences. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel sur le Mali. La preuve, s'ils essayent d'introduire une résolution conséquente au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, grandes alliées des Africains en lutte contre les puissances colonialistes et impérialistes, la Russie et la Chine opposeront un veto ferme. Et cette résolution demeurera comparable en réalité au papier toilette. Ce projet de résolution demeurera comparable au papier toilette, car jamais il ne se transformera en l'ombre d'un début de décision. Donc voilà d'abord l'explication technique que le spécialiste de ces questions politiques internationales africaines doit donner à l'Afrique des libertés. Soyez sereins. Sur le plan du droit international politique, la déclaration du Haut Commissariat de l'ONU est un coup d'épée dans l'eau. C'est un flatus vocis, c'est un paix verbal. Il s'agit d'une agitation purement ersatzique,
s'agit d'un vademecum. Il s'agit d'un vide dans le néant. Il s'agit en réalité d'une esbrouffe. C'est de l'esbrouffe qu'ils font au Haut Commissariat des Nations Unies. Voilà d'abord le premier point. Il fallait que nous vous amenions l'information exacte. Maintenant, deuxième élément de mon intervention ce soir. Ils disent qu'il faut abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Mais il y a un petit problème. Mais pourquoi ils n'ont pas ordonné à Israël, qui vient de massacrer plus de 30 000 Palestiniens à Gaza, pourquoi ils n'ont pas ordonné d'arrêter immédiatement? Qu'est-ce que l'ONU attend pour s'interposer entre Israël et le peuple palestinien massacré? Ça fait un. À quoi sert l'ONU si elle n'est pas capable d'empêcher le massacre du peuple palestinien? Tout le monde a vu ce qu'ils valent dans l'affaire israélo-palestinienne. L'ONU devait se constituer en force d'interposition entre l'armée israélienne et les forces armées palestiniennes. Mais qu'a fait l'ONU? Elle a assisté au massacre des enfants, des femmes, des vieillards, des innocents de Palestine, comme le monde entier. L'ONU aussi regardait le massacre des Palestiniens à la télé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est le premier point. Et c'est un point d'actualité. Mais, retournons en Afrique, puisque nous parlons d'Afrique. Demandons à l'ONU quel est le bilan de son action en Afrique. Et pour ce bilan-là, commençons d'abord par le Mali. Voici une organisation qui vient d'être virée du Mali, où pendant plus de 10 ans, elle a donné la preuve absolue de son incompétence, de son impotence, de son impuissance, de sa nullité et de sa duplicité. Nous avons assisté, courant 2023, au départ Kahen-Kaha, au départ apocalyptique de l'ONU. Les forces de l'ONU, à quel jeu ont-elles joué au Mali? Elles se sont permises d'essayer de précipiter leur départ d'un certain nombre de bases militaires pour les concéder, pour les rétrocéder aux forces terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont été installées en Afrique par l'OTAN en 2011, dans le cadre de l'assassinat de Kadhafi, du pillage de la Libye et du plan de recolonisation militaire de l'Afrique par les puissances impérialistes occidentales. Tout le monde a vu l'armée de l'ONU filer des camps militaires à Ber, à Gundam, à Kidal. Tout le monde a assisté en plein jour à Tessalit, à Aguelhok, à la tentative de l'ONU de donner les bases militaires aux forces terroristes. Voilà le dernier visage de l'ONU que nous avons eu au Mali. Une organisation en duplicité avec les criminels qui assassinent les centaines de milliers d'Africains, des millions d'Africains depuis plus de 10 ans. Mais l'ONU était au Mali pendant 10 ans. Que faisaient les militaires de l'ONU au Mali pendant 10 ans? Je voudrais saluer ici la mémoire de ceux qui sont morts. Mais la plupart des militaires de l'ONU qui sont morts au Mali ne sont pas morts au combat. Ils sont morts en fuyant les combats. Ils sont morts en allant dans leur villégiature, car la plupart des attaques qui ont été perpétrées contre le peuple malien n'ont pas vu les militaires de l'ONU s'interposer. Très peu de militaires de l'ONU ont pris la responsabilité de défendre le peuple malien, qui plus est, de combattre les terroristes. Ils ont dit qu'ils étaient une force de maintien de la paix, mais qu'ils n'étaient pas une force de guerre. Donc, nous les avons vus pendant 10 ans au Mali. Que faisaient les soldats de l'ONU au Mali? Ils étaient en vacances au soleil. Ils étaient en vacances au soleil. Je les ai vus abondamment nager dans les piscines de Bamako, se dorer la pilule. J'ai donné des conférences ici dans lesquelles je vous ai décrit une journée d'un soldat de l'ONU au Mali. Mais c'est le farniente, c'est le paradis. Le monsieur se lève le matin, il dort dans un hôtel 5 étoiles, alors qu'il est supposé être venu combattre les pires criminels de la planète. Monsieur se lève, il va d'abord au buffet du petit déjeuner. Il se goinfre comme un cochon. C'est-à-dire, il mange de telle façon que tu te demandes s'il y avait une attaque vers 9 h, s'il serait capable même de sortir de la salle de petit déjeuner. Tellement le type est rempli, calé. Il rote et commence déjà à péter. Il est 9 h du matin. Vers 10 h, quand le grand soleil africain du Mali se met à darder le ciel, à resplendir de toute sa beauté,
Eh bien, tout ce beau personnel dépose les armes dans leur chambre et sort en maillot de bain, envahit la piscine. Les petits-enfants maliens ne peuvent même plus nager dans leur piscine parce que toute cette faune de vacanciers, soi-disant venus combattre le terrorisme, est dans l'eau. Et les voilà dans les brassées. Ils nagent en crawl, ils nagent dorsalement, ils nagent latéralement, ils nagent en sous-marin. Et chaque fois qu'ils sortent pour se sécher, ils ingurgitent force bière, vin, liqueur, engagent un apéro violent vers 10h30. Au point que, vers midi et demi, ils ont de nouveau faim, comme s'ils avaient combattu toute la nuit. Et ainsi commence la troisième phase de leur journée. La boostify, qui dure 3 à 4 heures. Ils mangent de 11h30 jusqu'à pratiquement 15h30. Quand ils sortent de table, après avoir avalé force caprin au vin, porcin, accompagnés de tous les liquides qui réjouissent l'homme sur la terre, et armés de leurs téléphones sur lesquels ils font des micro-conférences avec leur famille, faisant couler sans doute beaucoup de salive un peu partout en Europe, où leur famille les envie d'être ainsi tranquillement au soleil, alors qu'on les suppose en lutte contre le terrorisme. Ces individus, après cette goinfrée, se retirent dans leur chambre climatisée où commence une sieste crapuleuse, extrêmement crapuleuse, à l'occasion de laquelle ils commencent d'ailleurs par leur vigoureux coup de rein à modifier la démographie du peuple malien. Oui! Nous avons vu ces gens-là vivre au Mali. Qu'est-ce que la vie était belle. Les soldats de l'ONU de retour du Mali sont repartis avec un pincement au cœur. Ils se sont retrouvés dans la situation d'Adam et Ève chassés du paradis. Que c'était beau. On pouvait manger sans travailler. Le Mali était une thébaïde, c'était le château de Toundertentronck, décrit par François Arouet, dit Voltaire, dans son ouvrage Candide. Oui, ils étaient au beurre, au miel. Leur vie était succulente. Leur vie était une vie couverte de friandises. C'était une vie craquante, c'était une vie croustillante, c'était une vie resplendissante de joie terrestre. Être soldat de l'ONU au Mali, oh Seigneur, quelle bénédiction. Je les ai observés pendant 10 ans, mesurant à vue d'œil l'augmentation de leur épaisseur corporelle. Des maigrichons, des gringalets venus 10 ans plus tôt sont repartis ayant des formes de barriques. Oui! Et voici les comptes bancaires que d'être bien remplis par les soldes, remplis par les primes, remplis par les indemnités de risque. Et en réalité, c'est en se déplaçant d'une villégiature à une autre qu'il leur arrivait de tomber sur une mine ou de tomber sur un groupe de terroristes drogués qui confondaient l'armée malienne avec ses forces prétendument neutres, mais en réalité chargées de maintenir le Mali dans l'instabilité. Voilà pourquoi nous créâmes en temps opportun le concept de la MINUDMA pour remplacer le concept de la MINUSMA. Il ne s'agissait pas de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, non. C'était une mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Déstabilisation. C'était la MINUDMA. Nous l'avions reconnu. Plusieurs fois, les autorités maliennes ont demandé à l'ONU pourquoi les pires massacres étaient possibles à quelques encablures des camps de l'ONU. Et l'ONU a répondu, mais nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus maintenir la paix. Or, comme la paix n'était pas là, ben, ils n'avaient rien à maintenir. Le seul objectif qu'ils avaient au Mali, c'était de se maintenir. Et ils avaient importé des individus incongrus que les Maliennes et les Maliens n'imaginaient même pas de voir sur la terre. Il y avait des Bhoutanais, des Bengalais, des Mandchous, oui, des Ceylanais, mais des pays aussi rares que les pierres rares ou que les espèces en voie de disparition. Tous ces pays étaient supposément venus au Mali sauver le peuple africain du Mali. Mais de quel amour subit un individu venu du trou
d'un trou en Asie, d'un trou en Amérique latine, d'un trou en Amérique du Nord, d'un trou en Europe. Mais pourquoi viendrait-il risquer sa vie pour une Malienne, pour un Malien? Pourquoi viendrait-il mourir pour l'Afrique? Toute la prière d'un soldat de l'ONU était de ne pas aller au combat, était, lorsqu'il se déplace d'une ville à une autre, de ne pas tomber sur eux, une mine antipersonnelle, ne pas tomber sur une embuscade, et de continuer à faire bombance, et de voir son compte bancaire mousser, grassir, devenir juteux, empilé et compilé de billets en CFA, billets d'euros, billets de dollars. Ils s'en sont mis plein les fouines. C'était cela, le Mali. Et leur porte-parole était chargé de justifier l'injustifiable. Ils étaient chargés en permanence de donner l'impression d'être importants. Il fut même un temps où ils avaient fait croire que s'ils se retiraient du Mali, le Mali disparaîtrait comme par enchantement. Le Mali serait emporté comme par un coup de baguette magique si la MINUDMA se retirait. Or, Astaghfirullah, la MINUDMA se retira et le Mali était vivant. Mieux, le Mali vit mieux. Depuis qu'ils sont partis, le taux de sécurité au Mali a augmenté. Le dernier Malimètre, le sondage international de la Friedrich Ebert Stiftung, témoigne du fait que la qualité de vie des Maliennes et des Maliens s'est améliorée depuis que la MINUDMA s'est retirée. Déduction, la présence de la MINUDMA contribuait à maintenir le pays dans l'instabilité. Ils étaient là pour que le Mali soit considéré comme un État fragile et par conséquent qu'il continue d'être occupé militairement par les puissances impérialistes et que celles-ci continuent à déterminer le prix de son or, de son coton, de son manganèse, de son uranium, de son gaz, de son pétrole, de son eau, de son électricité. Bref, il s'agissait de favoriser l'immense plan de recolonisation de l'Afrique conçu par l'OTAN lorsque celle-ci a décidé, dans le cadre de la théorie des dominos, de détruire la Libye et ainsi de provoquer l'effondrement du Sahel, puis ensuite d'occuper militairement le Sahel et de descendre, occuper militairement le golfe de Guinée. Le même plan appliqué actuellement contre la République démocratique du Congo à travers les États voyous satellites du Rwanda et de l'Ouganda. Ce plan-là, utilisé contre le Mozambique, véritable paradis gazier et pétrolier, c'est ce plan qu'on a appliqué contre le Mali, le Burkina et le Niger. Depuis qu'ils se sont retirés, le Mali est vivant. Les Maliennes et les Maliens se réveillent le matin et disent « Ah bon? Donc on peut vivre dans ce pays sans les armées de l'ONU? Ça fait combien de mois qu'ils sont partis? Qui les pleure? Qui appelle à leur retour? Leur nuque ayant été montrée au peuple malien, il n'est plus jamais question que la couleur d'une tunique bleue soit vue sur le sol béni de la terre fondamentale de la révolution africaine du XXIe siècle. Donc, dans la deuxième partie de mon propos, je voulais vous rafraîchir la mémoire. Mais à quoi servent les missions des Nations Unies en Afrique? Pourquoi c'est seulement le continent africain qui est occupé militairement par les Nations Unies? Pourquoi les États-Unis, où des massacres de Noirs, d'Indiens, des massacres de minorités ont lieu tous les ans? Pourquoi aux États-Unis il n'y a pas de mission des Nations Unies? Mission militaire. L'Europe est en guerre en Ukraine. Pourquoi l'ONU ne va pas s'interposer entre la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce que l'ONU attend pour aller s'interposer entre la Russie et l'Ukraine et demander la négociation et la paix? Pourquoi? Pourquoi l'ONU ne s'interpose pas entre Israël et la Palestine? On massacre des gens au Yémen depuis plusieurs mois. Pourquoi l'ONU ne s'interpose pas? Pourquoi il ne s'interpose pas? Le plus grand nombre de missions militaires des Nations Unies, c'est en Afrique. On les a chassés du Mali. Le peuple congolais, République démocratique du Congo, leur demande de dégager. Et ils doivent dégager parce qu'ils font partie des facteurs de déstabilisation du pays. Le peuple centrafricain demande à la MINUSCA de dégager depuis très longtemps. C'est le gouvernement centrafricain qui mène une politique floue dans ce rapport à la MINUSCA. Si c'était la volonté du peuple centrafricain qui était respectée, la MINUSCA aurait dégagé depuis très longtemps. Une alliance d'armées africaines, panafricaniste révolutionnaire, suffirait à aider le président Touadéra et son gouvernement à sécuriser le Centrafrique. Par exemple, une alliance avec l'armée angolaise, qui est une armée rompue au combat. Mais il a choisi
de maintenir la MINUSCA, de s'associer avec le Rwanda, bref, s'associer avec des États satellites de l'impérialisme occidental, créant l'impasse dans laquelle aujourd'hui la République centrafricaine se trouve. Mais le peuple centrafricain demande depuis longtemps à la MINUSCA d'aller dehors. Partout où il y a une mission des Nations Unies en Afrique, les Africains lui demandent de montrer sa nuque. Parce que les Africains ont bien compris que l'ONU fait partie du problème et non pas de la solution. Partout où l'ONU a envoyé des hommes, l'État a été fragilisé, l'État a été recolonisé, il a été mis sous tutelle et les 4 volontés des puissances impérialistes de l'OTAN ont été imposées aux gouvernants et au peuple. Mais voilà la réalité. Quelle mission de l'ONU a marché? En Somalie, la MINUSOM a été priée de dégager. Au Soudan, les Soudanais lui ont demandé de dégager. Partout où il y a des missions militaires de l'ONU, les Africains et les Africaines ont compris que celles-ci sont là pour maintenir les États africains en situation de précarité et les rendre ainsi disponibles pour la domination. Voilà la vérité. Donc, très clairement, dans la deuxième partie de mon propos, je tenais simplement à rappeler l'échec massif des missions militaires de l'ONU en Afrique et les raisons pour lesquelles les Africains ne veulent plus jamais voir un militaire de l'ONU sur leur sol. Jamais plus voir un militaire des puissances négrières, des puissances colonialistes, des puissances néocolonialistes, des puissances impérialistes. On ne veut pas en voir un seul sur le sol africain. Écrivez ça. Tous les militaires de l'ONU doivent dégager d'Afrique. Qu'ils aillent ailleurs. Tous les militaires des anciennes puissances négrières occidentales doivent dégager d'Afrique. Toute puissance qui n'a pas donné à un pays africain une base militaire équivalente à celle qu'elle demande aux pays africains, qu'elle retire son armée. Les Africains n'acceptent que la présence de forces alliées qui participent à la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste avec eux. Et les Africains, en conséquence, s'engagent à aider leurs alliés à combattre également de la même façon leurs ennemis. Voilà la vérité. Bon, alors, maintenant, troisième et dernière partie. À propos de l'ONU et de ce qu'elle a dit au Mali. Nous voyons très bien désormais qu'il y a une association objective, évidente, entre l'opposition néocolonisée, qui est financée par la France-Afrique. Il y a une alliance objective entre cette opposition, les organisations terroristes et l'ONU. Je recommence. Le troisième et dernier point de mon analyse. Vous voyez désormais que tout est clair devant vous. Ceux qui sont à Bamako en train de crier, on fait les élections, les élections, les élections. Ils sont financés par la France-Afrique. Et nous savons maintenant que c'est à Abidjan, chez Alassane Ouattara, qu'ils s'en vont prendre de l'argent. Alassane Ouattara détient des réserves de la monnaie néocoloniale du franc CFA qui lui sont données pour corrompre les classes politiques, la classe politique ouest-africaine. L'opposition néocolonisée du Mali est payée par la France-Afrique chez Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont récupérer du cash. D'autant plus que les francs CFA, mais c'est fabriqué tranquillement à Chamalières. On fabrique une monnaie vide et ce sont les Africains qui donnent leur richesse en échange. Ce n'est pas 1 euro qui est dépensé avec le franc CFA. En fait, ce sont les richesses des Africains. Cet argent qui est injecté frauduleusement pour corrompre, pour financer les terroristes, qui est injecté pour financer les partis politiques inféodés à l'étranger. C'est de l'argent qui est volé aux peuples africains. Parce que quand on introduit une monnaie vide, on introduit des milliards de CFA qui ont été fabriqués. Eh bien, puisque les Africains donnent en échange leur terrain, ils donnent en échange leur cheptel, ils donnent en échange leurs immeubles, les Africains donnent en échange leurs biens et services. C'est cela qui donne de la valeur à cette monnaie. La France-Afrique fait de la création monétaire et s'enrichit sur le dos des pays africains qui acceptent le franc CFA. Vous comprenez pourquoi il est extrêmement dangereux pour les pays de l'AES d'envisager d'aller aux élections avant de s'être libérés du CFA. C'est avec le CFA qu'on finance la lutte contre l'Afrique. Et paradoxalement, ce CFA, il est uniquement valable en Afrique. C'est-à-dire que ce sont les Africains, en donnant leur richesse, en échange de cette monnaie vide et creuse et criminelle,
cette monnaie d'escroquerie, ce sont les Africains qui donnent leur propre sang pour que le CFA existe. Alors que le CFA n'est pas leur monnaie. Donc, Alassane Draman Ouattara a reçu mission de corrompre massivement les âmes faibles, les renégats de tout poil en Afrique de l'Ouest. Ils partent du Mali, ils partent du Burkina, ils partent du Niger, ils descendent à Abidjan, Alassane Ouattara leur verse leur obol dans leur sébile de mendiants, de renégats, d'indignes politiques. Et avec cela, ils reviennent à Bamako distribuer des petits billets de 500, 2000, 3000, 1000 francs pour agiter les plus faibles d'entre les membres de notre population autour d'un thème électoral qui n'est qu'un cheval de Troie au moment où ils se préparent à attaquer le Mali à la frontière nord sur la base de la reconstitution de leurs forces actuellement au sud de l'Algérie, au moment où ils se préparent à déstabiliser autant que possible les institutions maliennes, ils activent le front politique pour créer des manifestations soporifiques, alors même que on ne peut pas concevoir des élections tant que la stabilité de l'État, la sécurité maximale, tant que la capacité de participer calmement, sereinement au débat politique public n'ont pas été suffisamment élevées. Oui, maintenant c'est clair, vous voyez bien le lien intime entre, d'une part, 1. les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, 2. les partis politiques de l'étranger à Bamako, et puis 3. les déclarations de l'ONU. Vous voyez bien que c'est la même engeance, c'est la même structure, c'est la même organisation qui intègre la France-Afrique, les organisations terroristes, leurs médias, parce que c'est par leurs médias qu'ils font ce chantage, et bien sûr les partis politiques corrompus. Voilà pourquoi j'appelle le peuple malien à la plus grande mobilisation et la plus grande solidarité envers les autorités de la transition, qui ont pris une mesure absolument rationnelle et raisonnable au regard de la situation de guerre, au regard des grandes manœuvres de déstabilisation en cours. Moi, j'ai bien écouté les autorités maliennes. Il n'a pas été question de la dissolution des partis politiques ou des associations. Il est question de la suspension provisoire des activités politiques des partis et des associations. Les partis et les associations politiques au Mali existent toujours. Ils n'ont pas été dissous. Il leur est demandé d'accepter de surseoir provisoirement à leurs activités le temps que le dialogue national inclusif qui est en cours permette de déterminer le cap nouveau de la transition vers justement cette question de l'élection et le moment où précisément il sera considéré que la stabilité maximale de l'État est garantie et qu'on peut aller à la compétition électorale, par conséquent réautoriser les activités politiques. Donc, la propagande de la France-Afrique essaye de faire passer au monde entier le message que le Mali se serait enfermé dans une logique dictatoriale. Ce n'est pas vrai. Le président Assimi Goïta n'a pas interdit les partis politiques. Il n'a pas dissous les partis politiques. Le président Assimi Goïta et ses compagnons demandent aux partis politiques, par amour pour le Mali, et au regard des menaces qu'on voit, frontière nord, menaces sérieuses, au regard des réformes stratégiques qui s'imposent, entre autres la réforme monétaire, il faut la faire pour affamer les corrompus au CFA. Les mesures de sécurité qui s'imposent pour s'assurer de maîtriser les infiltrations du corps politique, les infiltrations de l'armée, les infiltrations de l'administration, avant de définir le cap des élections. Toutes ces choses-là, c'est dans l'intérêt bien compris du peuple malien qu'elles doivent être faites. La suspension, ce n'est pas la dissolution. Et il ne s'agit pas d'une dérive dictatoriale, il s'agit d'une mesure exceptionnelle de temps de guerre. Et le peuple malien est grand. Il a tout à fait la capacité de comprendre que devant les informations qu'on lui donne, des préparatifs immenses de guerre, à partir de l'Algérie contre le Mali, devant les informations qu'on lui donne, l'infiltration des partis et associations politiques par l'argent sale de la mafia france-africaine, à partir des informations qu'on lui donne, la volonté de quelques agitateurs de semer la chienlit afin de ramener le Mali en arrière dans les vomissures de la domination.
le peuple malien sait qu'il peut faire confiance à ses dirigeants. D'autant plus que ceux-ci ont tout à fait intérêt, et je le dis ici haut et fort, à prendre leurs responsabilités pour construire un mouvement politique apte à recueillir les suffrages du peuple malien et à prolonger, à continuer le travail fondamental qu'ils ont commencé. Le Mali ne peut pas se payer le luxe, s'offrir le luxe de retomber entre les mains d'aventuriers, sans foi ni loi, malhonnêtes, moutonniers, esprit décérébré, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Le Mali ne peut pas se permettre cela. L'Alliance des États du Sahel ne peut pas se permettre un retour en arrière. J'en profite dans la conclusion de cette intervention pour vous dire que la France-Afrique a fait répandre à un moment donné sur les réseaux sociaux une fausse nouvelle selon laquelle le Tchad du despote Mahamat Kaka Déby aurait obtenu de la part des plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel leur accord pour adhérer à l'Alliance des États du Sahel. J'ai recoupé et je vous le dis, c'est une information fausse. C'est une fake news. Jamais, jamais et jamais le Niger, le Burkina Faso ou le Mali ont marqué leur accord pour l'adhésion du Tchad à l'AES. Pourquoi? C'est évident, le Tchad est une néocolonie militaire française. Or, ces pays ont décidé de ne plus être des néocolonies militaires françaises. Intégrer un pays qui est une néocolonie militaire française dans l'AES, c'est détruire l'AES. Écrivez ça. S'il y avait un pays qui pouvait commencer à prétendre qu'il veut adhérer à l'AES et à nous inquiéter même par cette prétention, ce serait le Togo. Mais même le Togo, l'Alliance des États du Sahel ne l'a pas intégré. Mais parce que le Togo est une colonie militaire. C'est une néocolonie militaire de l'OTAN. Israël, les États-Unis et la France ont la même mise sur le système sécuritaire togolais au moment où nous parlons. Et c'est pour cela que le Togo ne peut pas intégrer l'AES. Quelle que soit la manière de retourner l'affaire, c'est ça le problème. Le Mali a demandé à l'armée française de se retirer. Le Burkina a demandé à l'armée française de se retirer. Le Niger a demandé à l'armée française et à l'armée américaine de se retirer. Comment voyez-vous ces trois pays unis dans l'Alliance des États du Sahel aller intégrer le Tchad, qui est le marchepied de toutes les armées de l'OTAN? Le Tchad, il y a 10 bases militaires françaises et pratiquement autant de bases américaines. Dans quel rêve vous avez pu penser que l'Alliance des États du Sahel va intégrer, eh bien, ce loup dans la bergerie, nommé Mahamat Kaka Déby? Donc je viens ici vous dire formellement, et je ne risque d'être démenti par personne, car je me suis occupé à vérifier au plus haut niveau l'information que je vous donne, à la recouper au plus haut niveau. Il n'a jamais été question d'adhésion du Tchad, car le Tchad actuel, sous Mahamat Kaka Déby, ne remplit aucun des critères exigibles à un État pour participer à l'Alliance des États du Sahel. L'État qui est le plus proche et qui devrait avoir la volonté politique de rompre avec la CEDEAO et de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, l'État qui est maintenant le plus proche, et du point de vue idéologique, du point de vue théorique, c'est le Sénégal, du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est le Sénégal qui, aujourd'hui, a la possibilité de poser un acte courageux au lieu de rêver d'une réforme de la CEDEAO, d'une réforme du franc CFA dont personne ne veut. Ni le peuple sénégalais, ni aucun peuple africain ne veut encore voir le CFA. Au lieu d'en rêver, comme à un moment donné le président Diomaye Faye et son Premier ministre, notre frère bien-aimé Ousmane Sonko l'ont envisagé, c'est pas la peine. Rejoignez l'AES et bâtissons une monnaie, eh bien, indépendante sahélienne, une monnaie indépendante africaine. Le boom économique sénégalais, malien, nigérien, burkinabé sera la grande nouvelle du 21e siècle mondial. Et c'est cette jalousie du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, cette jalousie, eh bien, des petites puissances, eh bien, impérialistes moyen-orientales, c'est elle qui explique qu'ils se précipitent maintenant
pour essayer de réactiver leur soi-disant écho. D'autres sortent par ici. Ah, on vous propose cela. Il faut que les autorités sénégalaises nouvelles assument le chemin du destin. Le chemin du destin de l'Afrique, c'est la sortie du CFA. C'est la fin de l'occupation néocoloniale et impérialiste du sol africain par les armées occidentales. C'est ça le destin véritable de l'Afrique souveraine. Et nous devons crânement agir pour aller vers cet objectif. Car nous n'avons aucune chance d'être respectés sur la terre si nous n'atteignons pas cet objectif. Donc, j'ai vu une propagande des officines intérieures et extérieures du régime de Mahamat Kaka Déby et de Echek Masra. J'ai vu leur propagande pour tenter d'amadouer, d'endormir l'opinion après l'assassinat crapuleux de notre frère Yaya Djilo, auquel ils ont œuvré le 28 février 2024 pour empêcher celui qui était le favori de la présidentielle 2024 au Tchad, le candidat du Parti socialiste sans frontières, de compétir et de gagner. J'ai bien vu leur agitation et leur tentative de tromper l'opinion en disant que Mahamat Kaka Déby aurait décidé d'adhérer à l'AES. Même si c'est à pied, il n'entre pas à l'AES. Le jour où un type comme Kaka Déby est à l'AES, l'AES est morte. Il a écrit dans son livre. Il a écrit dans son livre. Hein? Il a écrit dans son livre. Là. Qu'il y a un pacte. Mahamat Kaka Déby a écrit dans son navet de Bédouin à président. Il dit qu'il y a un pacte entre la France et le Tchad depuis le premier président tchadien. Et que lui, il est fidèle à ce pacte. Par conséquent, tant que Mahamat Kaka Déby est à la tête du Tchad, eh bien le sol tchadien sera à la merci de l'armée néocolonialiste française et des forces impérialistes américaines. Mais comment quelqu'un qui a un dispositif mental, idéologique troué comme celui-ci, peut adhérer à l'Alliance des États du Sahel? Il faut faire confiance à nos dirigeants. On ne peut pas, dans la phase actuelle de l'histoire de notre continent, s'amuser à intégrer ce genre de crapules dans des affaires sérieuses. On ne peut pas s'amuser. Mahamat Kaka Déby représente l'antipolitique, le contraire de tout ce qu'on entend par politique. Lui et son acolyte Echek Masra, complices d'assassinat de notre frère Yaya Djilo Djerou Béchi. Donc, débarrassez-vous aussi de cela. Si vous aviez partagé une information de cette nature sur vos pages, allez la retirer, allez corriger. Il n'y a pas le pied de Mahamat Kaka dans l'AES. Et il n'y aura pas le pied de Mahamat Kaka dans l'AES. Il n'a pas sa place dedans. Ce n'est pas une association de dirigeants renégats, voyous, corrompus, ennemis de leur peuple, haineux, des dirigeants inhumains, diaboliques. Non. L'Alliance des États du Sahel représente la colonne vertébrale du redressement sahélien et africain aujourd'hui. Ne jouons pas avec cette alliance. Et ne laissons personne jouer avec elle. Voilà, mes chers amis. Les pensées que je voulais partager, ça fait 50 minutes que je vous parle. J'espère que la réponse que nous avons apportée à l'organisation oligarchique et antidémocratique des Nations Unies est une réponse précise. L'ONU ne peut pas donner des leçons de démocratie aux Africains parce que l'ONU n'est pas une organisation démocratique. Le principe du one country, one vote n'est pas respecté à l'ONU. L'ONU est dominée par les 5 dernières puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont elles qui détiennent le droit de veto. Donc, vous ne pouvez pas être une oligarchie de puissance et venir donner des leçons de démocratie au monde. Soyez d'abord démocrate, vous, à l'ONU. Donnez à chaque peuple une voix. Que sur toutes les questions, on vote à la majorité. Et on va voir si la volonté des États-Unis, de la France, ou de la Grande-Bretagne, ou de... on va voir si leur volonté va passer avant celle de la majorité des peuples de ce monde. Ce qu'ils appellent la communauté internationale n'est pas la majorité politique mondiale, c'est une minorité. Leur communauté internationale est une minorité démographique et économique, c'est une minorité mondiale. Et c'est le cas. La bascule du monde s'inverse. Et l'Afrique sera le point d'équilibre de la géopolitique mondiale. Quand l'Afrique se lèvera, le monde multipolaire sera renforcé. Plus jamais une puissance ne se lèvera pour dire que le monde entier est à ses pas. Voilà
les vérités qu'il fallait dire. Je vous remercie de m'avoir aidé à les dire. Vous étiez, eh bien, près de 5000 personnes à cette conversation du vendredi 12 avril 2024. Je vous remercie